Donc là, il s'agit d'une population. Et à partir de cette population, on a voulu déterminer les paramètres. Par exemple, si je cherche à déterminer pour cette population la moyenne, donc le paramètre, il est noté par mu. Donc, on a dit que pour plusieurs raisons, on avait des problèmes à accéder à cette population ou bien à contacter cette population ou bien cette population n'est pas accessible, et ainsi de suite. Donc, la solution était tout d'abord et tout simplement de procéder à prendre un échantillon. Okay? Donc, pour l'échantillon, donc tout simplement, il s'agit d'une partie de cette population. Et cette partie de cette population, elle doit répondre à certaines caractéristiques. L'objectif pour nous, c'est de procéder tout simplement à faire une sélection de quelques observations qui appartiennent à la population pour estimer la valeur du paramètre inconnu. Donc, supposons que ceci est notre échantillon. Donc, ça, c'est l'échantillon qu'on va appeler par exemple S, sample en anglais. Et à partir de cet échantillon-là, on veut déterminer par exemple la moyenne. Donc là, tout simplement, pour calculer la moyenne, on va calculer ce qu'on appelle le X bar. Donc, ma question maintenant, est-ce que cette valeur de X bar, est-ce qu'elle est connue ou bien elle est inconnue? Alors, est-ce que connue? Connu, donc c'est connu, bien sûr, c'est connu parce qu'on parle d'un échantillon. Donc la formule, c'est tout simplement, c'est la somme des observations, la somme des Sur E, somme de X et divisé par n. Donc c'est une valeur qui est connue. On sait x1, x2 jusqu'à xn. On fait le total, on divise par n qui est la taille de l'échantillon, on va trouver le x bar. Et cette valeur-là, elle va servir à déterminer la valeur du paramètre. Et la valeur du paramètre, elle est inconnue. Okay? Donc c'est ça ce qu'on a fait jusque-là. Donc, on a fait jusque-là les méthodes d'estimation ponctuelle. On a dit que pour avoir une estimation ponctuelle, on avait deux méthodes. On avait la méthode de maximum de vraisemblance et la méthode des moments. OK? Donc, après, ce qu'on a fait, c'est de comparer et d'étudier les propriétés des estimateurs. On a étudié ce qu'on appelle le biais, c'est-à-dire quand est-ce que l'estimateur il est sans biais. espérance de θ égale à θ dans l'estimateur. Espérance de θ chapeau égale à θ. OK? Donc, l'espérance de ces estimateurs, elle va être égale au paramètre. Donc, ça, c'est le biais. Ensuite, on a étudié ce qu'on appelle la convergence. OK? monsieur فما شكون يحب يدخل داخله C'est trop tard. Donc, la convergence. Comment on va faire la convergence maintenant? Limite lorsque n tend vers plus l'infini des variances de chapeau égale à 0. Très bien. Donc là, on va parler de la variance. La variance, quand n tend vers plus l'infini, elle doit tendre vers 0. Donc, plus que la variance s'approche de 0, plus que la variance devient de plus en plus convergente. Donc ça, c'est pour le biais et la convergence. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pour les propriétés des estimateurs? C'est quoi l'autre propriété qu'on a fait? Efficacité relative. Monsieur. Oh bien, très bien. Donc, on avait deux types d'efficacité. On avait ce qu'on appelle l'efficacité relative et l'efficacité absolue. Ok? C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce qu'on dit par efficacité relative et efficacité absolue? Tout d'abord, on va commencer par l'efficacité relative. Elle sert à quoi cette efficacité? Comparaison entre variances. Comparaison entre les variances. Très bien. Mais les variances de combien d'estimateurs?
Une infinité d'estimateurs. Deux Non. estimateurs. Si on Deux parle de estimateurs. tous les estimateurs, ça sera une efficacité absolue. Mais là, la relative, elle est utilisée pour comparer les Deux variances des deux estimateurs. estimateurs. Ok, on a dit que la variance la plus petite entre les deux correspond à l'estimateur le plus efficace. Ok. Par contre, pour l'efficacité absolue, donc on a utilisé ce qu'on appelle la quantité d'informations de Fisher pour déterminer la variance qui va donner l'estimateur le plus efficace, ou bien l'efficacité absolue. Donc, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. OK? Donc, on a fait ce qu'on appelle le biais, la convergence et l'efficacité. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement c'est continuer l'estimation, mais on va procéder à une autre méthode. Donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est ce qu'on appelle l'estimation ponctuelle, c'est-à-dire estimée par un seul point. OK, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est l'estimation par intervalle. Donc, tout simplement, on ne va pas faire estimation ponctuelle, mais on va faire estimation par intervalle de confiance. OK? Alors, donc jusque-là, ce qu'on a fait, c'est de déterminer l'estimation à l'aide de deux méthodes, qui sont les méthodes de moment et la méthode de maximum de vraisemblance. Et à partir de ces méthodes-là, on a trouvé un estimateur ponctuel. Donc, par exemple, supposons que je dispose de ces observations qui suivent la loi normale. Hop. Donc, c'est à peu près la courbe de la loi normale. Ce que je cherche maintenant, elle est où la moyenne mu? Donc, comme on a dit avant, au présentiel, donc elle est à peu près cette valeur-là, OK? Donc là, cette valeur-là, elle correspond à mu. OK? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de voir les problèmes ou bien les limites de l'estimation ponctuelle. OK? Alors, si je prends un premier échantillon, par exemple, je vais procéder à prendre cet échantillon-là. Donc là, il s'agit d'un premier échantillon. Par exemple, je cherche à savoir la moyenne de l'âge des étudiants à la FSEC de Nabeul. OK? Et lorsqu'on a parlé la dernière fois, on a dit que pour une raison ou une autre, on a procédé à un échantillon. Supposons que je vais prendre l'échantillon des étudiants de la deuxième gestion. Et je vais calculer la moyenne. Donc, je vais calculer le X-bar de cet échantillon. Donc, je vais trouver, par exemple, le X-bar égal à 20. OK? Donc là, pour les étudiants de la deuxième année gestion, je vais calculer leur X bar 1. Donc ça, c'est le premier échantillon. Donc on a dit que l'X bar, c'est un estimateur ponctuel. Donc ça, c'est le premier échantillon. C'est le groupe 1. Donc, cette valeur X bar 1, elle sert à estimer la valeur de mu qui est inconnue. Donc l'objectif, c'est de s'approcher à cette valeur de la population. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Supposons maintenant que je vais prendre un deuxième échantillon. Je vais prendre un deuxième échantillon qui contient les étudiants, par exemple, de la troisième année gestion. Ce sont tous des étudiants qui font leurs études à la FSEC. Donc, ça, c'est le deuxième groupe. Si je prends, par exemple, les étudiants de la troisième gestion, d'après vous, le X-bar, elle va être supérieure ou inférieure? Le X-bar 2, la moyenne de ce groupe-là, est-ce qu'elle va être supérieure ou elle est inférieure à X-bar 1? Est-ce que vous m'écoutez? La moyenne d'âge pour la troisième année, est-ce qu'elle est Supérieur.
Bien sûr, supérieur. Donc, il va être là. supérieur. Ouais, supposons que je vais prendre, par exemple, les étudiants de la première année. Donc, ça, par exemple, c'est le groupe 3. Le X bar peut être inférieur, il est là. Supposons que je vais prendre d'autres étudiants d'un autre groupe. La moyenne, elle peut être soit supérieure, soit inférieure. Ok. Donc, logiquement, qu'est-ce qui passe là? Qu'est-ce qui se passe? Pour n'importe quel échantillon, Intervalle. pour n'importe quelle valeur d'échantillon que je vais prendre, donc là, c'est la valeur de mu que je vais chercher, que je fais maintenant en genre. Les valeurs de X bar, elles vont varier à gauche et à droite, et ainsi de suite, ok? Donc là, j'ai un problème. Lequel de ces estimations, je vais le prendre, ok? Donc, à chaque fois que je vais changer, lequel des estimateurs je vais les prendre? مسيو لحظة بلا ما فهمتش الإكس بار 3 كيفاش تكون انفيريير؟ نسخيل الجروب 1 هو بريمير اني حكينا معنا. باهي داكور. Donc, on a dit que, par exemple, on a pris plusieurs échantillons, ok? Donc, ça ne sert à rien de dire première année, deuxième année, troisième année, ainsi de suite. J'ai pris plusieurs groupes et la moyenne va être variable, ok? Oublions la première, et la deuxième et la troisième, ok? Je vais prendre un groupe de l'obsèque, je vais trouver le X bar 1, je vais trouver le X bar 2, le X bar 3, et ainsi de suite, ok? Donc, la moyenne, elle varie. Donc là, pour l'estimation ponctuelle, j'ai un problème. Il y a plusieurs estimateurs ponctuels. Donc, la solution, c'était tout simplement à procéder à une estimation qui va tenir compte de toutes ces valeurs. Donc là, on va fixer, par exemple, une borne A et une borne B. Par exemple, ça, c'est la limite inférieure A. Ça, c'est la limite supérieure B, qui va tenir en compte de la valeur de l'estimateur X bar, qui va être au centre. Donc, l'estimateur ponctuel va être au centre, plus ou moins une certaine valeur qu'on va chercher. Ok? Je vais appeler par exemple E. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle intervalle de confiance. Donc, c'est un intervalle qui va tenir en compte des différentes variations de l'estimateur ponctuel. Mais la question qui se pose maintenant, comment on va déterminer l'intervalle de confiance? Okay? Donc, jusque-là, on a introduit la notion de l'estimation par intervalle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de s'approcher petit à petit. Donc, يا جماعة سكروا الميكرو ما تحلوا كان كيتكلم سينو اللي باش يعمل حس باش تخرجوا جنبه اوكي باهي donc on va continuer maintenant. Donc ce qu'on a fait maintenant c'est tout simplement on a dit qu'on a un estimateur ponctuel et à partir de cet estimateur ponctuel on va essayer de déterminer l'intervalle de confiance. Donc logiquement si on va prendre la courbe de la loi normale on va avoir cette courbe là. Et à partir de cette courbe-là, donc je vais trouver, là, c'est notre estimateur ponctuel. Si je pars de la moyenne, donc ça sera X bar, avec une limite inférieure que je vais appeler A et une limite supérieure que je vais appeler B. Ok? Donc ça, ce sont différentes caractéristiques de mon estimateur ponctuel. Alors, ce que je vais faire par la suite, c'est de procéder à différentes étapes pour calculer l'estimateur par intervalle. Donc, l'estimation par intervalle de confiance. Alors, je retourne en slides. Donc là, par exemple, si je vais revenir, hop, hop. Donc, si vous voyez bien ce graphique, il est très intéressant.
Donc, je vais le prendre. Hop. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons des observations qui suivent la loi normale. Donc, on voit bien que le x bar 1, pour le premier groupe, il est là, pour le deuxième groupe, il est là, pour le troisième groupe, il est là, pour le dernier groupe, il est là, pour le cinquième, il est là, sixième là, et ainsi de suite. Donc là, à chaque fois que je change l'échantillon, la valeur de l'estimateur ponctuel, elle change. Donc de là, on doit maintenant procéder obligatoirement à trouver les valeurs de A et de B. Donc les valeurs de l'intervalle de confiance. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Suivez-moi et on va faire petit à petit. Donc, avant, ce qu'on a fait, c'est on a une valeur mu. Cette valeur mu, elle est inconnue. Maintenant, ce que je cherche, c'est de encadrer cette valeur-là entre deux valeurs. Ces deux valeurs-là sont A et B. OK? Et ce que je cherche, c'est que la probabilité que A comprise entre A et B égale 1 moins alpha. Alpha, on a dit que le degré, c'est le risque, et le 1 moins alpha, on appelle degré de confiance. C'est-à-dire, si je dis 1 moins alpha, par exemple, alpha égale 5%, c'est-à-dire 1 moins alpha doit être égal à 95%. Donc, si je dis que, par exemple, alpha égale 5%, signifie 1 moins alpha doit être égal à 95%, c'est-à-dire je suis confiant, ça provient de la confiance, je suis confiant que le paramètre mu que je suis en train de chercher, il est compris entre deux bornes A et B avec une probabilité qui est égale à 95%. Donc, tout d'abord, je vais procéder à déterminer l'intervalle de confiance pour ceci. Après, on va expliquer plus qu'est-ce qu'on veut dire par intervalle de confiance. N'oubliez pas que lorsqu'on fait une estimation, on procède à un échantillonnage et bien sûr, lorsqu'on parle d'échantillonnage, toujours on aura un risque d'erreur. Donc, c'est pour cette raison on a tenu compte de cet alpha. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Donc, l'objectif, c'est de déterminer les valeurs de A et de B. Donc, ce sont les bornes de notre intervalle. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer ces bornes-là? Allez-y, suivez-moi et faites attention. Alors, donc là, tout simplement, on va faire comme suit. Le A, elle est comprise entre le A, le mu, elle est comprise entre A et B. Alors, le moins mu, d'après vous, il est compris entre quoi? Entre B et A. Entre quoi? Moins A, moins B. Moins B, moins moins A, A. Moins B, moins A. Moins A. Voilà, très bien. Donc, le moins B, il est compris entre moins B. Et toujours, on aura égal à moins A. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais ajouter X bar à ce mu-là. Donc, X bar moins mu. Donc, ça va être compris entre quoi et quoi? Donc, X bar moins B et X bar moins A. Très bien. Inférieur ou égal. X bar moins B, X bar moins A. Très bien. La probabilité, elle est comprise. Probabilité de X bar moins mu est comprise entre X bar moins B et X bar moins A égale aussi à 1 moins alpha.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va diviser par une valeur qui est positive, par exemple sigma. Donc là aussi, si je divise par une valeur positive, le sens ne va pas changer. Donc ça va rester le même. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Après, qu'est-ce que je vais faire? Monsieur. Le x bar moins mu sur sigma, c'est quoi celui-là? C'est quoi le x bar moins mu sur sigma? Z. Z. Mais avant tout, avant de faire le sigma, on doit faire le sigma du x bar. Ok, donc ça, faites attention, c'est le sigma x bar. Donc, on va diviser sur sigma et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par racine de n, ou bien je divise aussi sur racine de n. Parce que, comme on a fait pour les propriétés des échantillons, le sigma de x bar, la variance de x bar, c'est sigma sur n. Donc, l'écart type, c'est sigma sur racine de n. Donc là, cette valeur-là, comme j'ai dit, c'est z. OK? Donc z, elle est comprise entre quoi et quoi? Tout simplement, on va garder les mêmes notations. Donc z, elle est comprise entre quoi et quoi? Entre x bar moins b sur sigma sur racine de n. X bar moins b sur sigma sur racine de 1. Sigma sur racine de n, c'est sigma du x bar. Hein. Et là, x bar moins a sur sigma sur racine de n. N'oubliez pas que l'objectif, c'est toujours de déterminer les valeurs de a et de b. Hein. Donc, on est en train de développer pour nous approcher de ces valeurs-là. Ok, donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Donc, on sait très bien qu'une quantité qui est comprise entre deux valeurs, la probabilité, supposons que j'ai par exemple la probabilité que A, voilà, X comprise entre deux valeurs. Donc, c'est tout simplement F de B moins F de A. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? C'est comme si j'ai probabilité que Z inférieur ou égal à X bar moins A sur sigma sur racine de n. Très bien. Moins quoi? Probabilité de z inférieur ou égal à x bar moins b sur sigma sur racine de n. Très bien. هي هكاك يعني كده زيت كومبري entre deux La formule, ce qu'on a fait, c'est probabilité que x comprise entre A et B, c'est égal à f de B moins f de A. On a déjà parlé lors des dernières séances. Ok, la formule que j'ai utilisée, c'est que probabilité que x comprise entre A et B, ça va donner f de B moins f de A. C'est ça la formule que j'ai utilisée. Hein. F de B moins f de A. Et à partir de celle-ci, je vais continuer le développement. Monsieur, Oui. سؤال في البروبابيليتي هذيك x moins n sur moins mu sur sigma هذيك ما يزيد ولا X moins quoi? x moins mu Hein? sur sigma sur هذيك زائد واحنا كتبناه على الراسين دو ان شبيك خليتها زائد هكا هاو ما كتبتهاش على راسين دو ان من بعد Ben non, هذيك كانتني X moins mu sur sigma هذيك.
Z. ولكن حطيت الإكس بار نقسم على السيجما دو إكس بار. Donc, c'est le sigma de X bar, c'est sigma sur racine de n. La valeur moins sa moyenne sur ça, son écart type. Et dès qu'un hadith, je mets X bar. Donc, ça, c'est mu de X bar. Et ça, c'est sigma de X bar. OK? Donc, toujours, la valeur moins sa moyenne sur sa variance, son écart type, c'est le Z. En bas de ça, qu'est-ce qu'on a fait avant? X moins mu sur sigma X. C'est Z. Si je mets X bar, mu X bar qui est toujours mu, sur sigma X bar qui est sigma sur racine de 1. Ça, c'est notre variable de Z. OK? واضح. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Toujours, je dois m'approcher à la valeur de A et de B. Alors, bref, votre attention maintenant. La probabilité que Z inférieur ou égal à X bar moins 1, cette probabilité-là, c'est égal à 1 moins. 1 moins quoi? Probabilité de Z supérieur supérieure à X bar moins 1 va plus sigma sur racine de n. sur sigma sur racine de 1. Si j'ouvre une parenthèse, qu'est-ce que je dois mettre ici pour faire la suite? Qu'est-ce qui reste? Probabilité que Z Supérieur. hein, pourquoi c'est pas... Donc je vais garder la deuxième telle qu'elle est. Hein. 1 n. Donc, qu'est-ce que j'ai moi? Donc n'oubliez pas, égal à 1 moins alpha. 1 moins alpha. Donc là, j'ai moins et j'ai un signe moins là, donc je veux mettre plus. Moins. Moins plus, ça va donner moins. Et donc là, c'est moins, ça c'est plus, donc ça va revenir à cette écriture-là. Alors, pourquoi j'ai fait ceci? Pour dégager le 1 et pour laisser le alpha. Ok, donc, qu'est-ce que je fais là? 1 moins quelque chose égale à 1 moins alpha. Donc, cette quantité-là, c'est alpha. OK? Cette quantité-là, plus cette quantité-là, ça va donner alpha. Donc, alpha sur 2, alpha sur 2. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai comme conclusion? La probabilité Que Z est supérieur à X bar moins A sur sigma sur racine de n égal à alpha sur 2. égale alpha sur 2. Donc, ça, okay. Je vais faire la parenthèse. Et l'autre partie, qu'est-ce que j'ai? Z inférieur ou égal à La probabilité que Z inférieur ou égal à X bar moins B sur sigma sur racine de n égale alpha sur 2. Monsieur, Oui. monsieur, مش normalement كي نعملوا ألفا sur D معناتها les quantités sont égaux معناتها. Oui. معناتها ما كيفاش عندنا ايجو لا انت ديجا في الرسم قبل كي خدينا معناها يكونوا سيمتريك هما ديجا معناها لو ديستونس كيف كيف. La courbe elle est symétrique, donc l'intervalle il est symétrique par rapport à le x bar. Donc le A et B sont symétriques par rapport à x bar. معناتها ديما باش نخدموا بانهم سيمتري. Mais bien sûr, comme on a fait pour le théorème de la limite centrale, toujours le x bar et suit la loi normale. Lorsque n est supérieur à 30. Ça, si les observations ne suivent pas la loi normale, ici c'est normal, donc ça reste toujours normal. Donc toujours elle va être symétrique par rapport au cimateur ponctuel. واضح. Donc,
Est-ce que c'est clair tout d'abord? Oui. Ouais. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de dégager directement le A et le B. OK? Donc, là, on a notre courbe. Hop. On va faire un graphique. Hop. OK. Donc là, on doit... Donc là, c'est l'axe. Et là, on a notre courbe. Voilà. Alors, la probabilité que z est supérieur à x bar moins a sur sigma sur racine de n égale à alpha sur 2. Et la probabilité que z est inférieur à x bar. Donc là, tout d'abord, je vais diviser en deux parties. Hein. Donc ça, c'est le risque. Si le risque il est divisé entre deux parties, donc là, cette partie-là, c'est alpha sur 2. Et cette partie-là, c'est alpha sur 2. Qu'est-ce que je veux mettre de ce côté-là? Qu'est-ce qu'on a? Z supérieur à x bar, à cette quantité-là, c'est alpha sur 2. Donc cette quantité-là, c'est x bar moins a sur sigma sur racine de 1. OK? Et cette quantité-là, c'est x bar moins b sur sigma sur racine de 1. Et ce point-là, c'est quoi? Ce point-là, comme on a parlé des tables, c'est moins z alpha sur 2. Et ce point-là, c'est z alpha sur 2. Donc finalement, comme conclusion, qu'est-ce que j'aurai? Z alpha sur 2 égale à quoi? Égale à x bar moins a. Très bien. C'est sur sigma. Sur sigma, sur racine de 1. Et le moins z alpha sur 2, c'est quoi? Égale à x bar moins b sur sigma sur racine de 1. Allez-y, dégagez les valeurs de A et de B. Hein. Donc le A, c'est quoi? Égale à b moins x bar. Le A, il est égal à quoi? Ah, Donc tout d'abord, je multiplie sigma sur racine de n fois z alpha sur 2. fois z sur x bar. Allez, concentrez, hein, s'il vous plaît. Hein. Concentrez-vous. Donc le A égale à combien? Donc, dégagez les valeurs de A et de B. Allez, je vous laisse une minute. Dégagez les valeurs de A et de B. Donc, il est clair pour chacune des deux. On va multiplier par z alpha sur 2 sigma sur racine de 1. OK. X bar plus. X bar Plus. plus ou moins? Ah, moi, monsieur Ratriadi. Là, c'est x bar moins. Et là, c'est x bar plus. Donc, si je reviens à ce que j'ai fait au départ, j'ai dit que j'ai une population que je vais estimer, par exemple, sa moyenne. Donc, ça, c'est la valeur
de l'estimateur ponctuel. Cet estimateur-là, il varie à chaque fois que je change l'échantillon. Donc, à chaque fois que je change l'échantillon, il va varier. Donc, la solution, c'est de savoir les valeurs de A et de B. Donc, les valeurs de A et de B, après avoir bien calculé, donc, on a trouvé le A, il est là, et le B, il est là. Avec le A, c'est x bar moins z alpha sur 2, sigma sur racine de n, et le B égale x bar plus z alpha sur 2, sigma sur racine de n. Okay? Donc là, pour déterminer, si on veut, alors, donc on va faire ça pour la séance d'après. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre une petite pause, mais avant tout, pour conclure, on a dit que pour estimer par intervalle de confiance, on a pris des observations. Si l'échantillon A, l'X bar il doit être là, l'X bar va être là, l'X bar il doit être là. Donc, à chaque fois que je change l'échantillon, les valeurs de l'estimateur ponctuel pourront varier. Donc, pour cette raison, on a procédé à une estimation d'intervalle de confiance. Donc, on va englober toutes les observations dans un intervalle AB avec A égale X bar moins Z alpha sur 2 sigma racine de n et B égale X bar plus Z alpha sur 2 sigma sur racine de n. Donc, on va prendre une petite pause maintenant et on va revenir dans 5 minutes. Okay? Donc, vous allez cliquer sur le même lien et on va faire la deuxième partie de ce cours-là.